Ce programme vous est présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Ensemble, nous devons nous saisir sur la question de l'enfant. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne ce 10 novembre dernier. Où en est-on sur la question de l'enfance et surtout que vivent ceux que l'on appelle les enfants placés? On en parle dès le début de cette émission avec nos invités. Retour d'Asie, c'est le nom de l'exposition à découvrir en seconde partie d'émission avec le directeur du musée Cernouchi à Paris. Enfin, dans sa chronique, Sonia Descolliers et Malika Ménard reçoit l'humoriste Julien Big. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité avec Guillaume Burn. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour commencer, les puffs, vous savez, ces cigarettes électroniques prisées des jeunes, seront bientôt soumises au vote de l'Assemblée nationale. En septembre dernier, la Première ministre Elisabeth Borne en avait demandé son interdiction. Eh bien, les députés vont se pencher justement début décembre sur une proposition de loi transpartisane pour interdire les puffs, ces cigarettes électroniques au goût acidulé ou fruité et à usage unique et jetable. Sur RTL ce matin, le docteur Jimmy Mohamed a alerté sur les dangers. Il a également envoyé un message clair. 15% d'entre eux l'ont déjà utilisé, soit la même proportion de jeunes qui ont déjà fumé une cigarette classique ou encore une cigarette électronique rechargeable. Ces cigarettes électroniques jetables représentent une porte d'entrée des jeunes vers l'addiction à la nicotine. Parmi les 13-16 ans qui utilisent ces puffs, eh bien la moitié d'entre eux ont commencé leur initiation à la nicotine au travers de ces puffs. Le message est simple. Dans un contexte où le cancer des poumons chez la femme a doublé en 20 ans, il est important de se méfier des coups fourrés de l'industrie du tabac qui désormais prétend veiller sur notre santé avec ces nouveaux produits qui seraient sans danger. J'en appelle donc aux parlementaires de ne pas céder à tous ces lobbies qui mettent en danger la vie des Français. Le docteur Jimmy Mohamed donc sur RTL ce matin. Selon les auteurs de la proposition de loi, 2 mots ressortent, une aberration de santé publique et surtout environnementale. Dans l'actualité également, le policier à l'origine de la mort du jeune Naël, 17 ans, a été remis en liberté. L'information a été dévoilée par nos confrères de France Inter. Mis en examen pour homicide volontaire et écroué le 29 juin dernier, ce fonctionnaire âgé de 38 ans est désormais placé sous contrôle judiciaire. Il a notamment l'interdiction de se rendre à Nanterre, le lieu de la mort de Naël fin juin, de porter une arme et d'entrer en contact avec les parties civiles. À la suite des auditions et des interrogatoires des 2 policiers présents également sur place, le juge a estimé qu'il n'y avait plus lieu de le maintenir en détention jusqu'ici. Toutes ces demandes de remise en liberté avaient été rejetées par la Cour. Face à l'Assemblée permanente du MEDEF, Gabriel Attal a lancé un appel aux chefs d'entreprise. Oui, le ministre de l'Éducation nationale leur a demandé d'accueillir hier des lycéens lors de nouveaux stages obligatoires pour les élèves de seconde en juin prochain. Il les appelle à s'engager pour la réussite de l'orientation de ces jeunes. Alors ces stages, ils vont se dérouler du 17 au 28 juin prochain. 550 000 jeunes seront concernés. Alors pour rassurer les chefs d'entreprise, le ministre a souligné qu'il ne s'agit pas du même volume que pour les élèves de 3e, là où ils sont à peu près 800 000 et qu'un élève de fin de seconde n'a pas le même niveau qu'un élève du début de 3e. Il y a donc une réflexion également sur l'orientation à effectuer. C'est la première fois qu'un ministre de l'Éducation nationale prend la parole devant le mouvement des entreprises de France. Lundi soir, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité en 2e lecture la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Et le texte a pour objectif de protéger les enfants témoins ou victimes de violences intrafamiliales en retirant ou en suspendant tout simplement l'autorité parentale du parent fautif. La proposition de loi fait donc l'objet d'un consensus entre les députés puisqu'il avait fait l'objet d'une première lecture et d'une réécriture transpartisane après un travail préparatoire. C'est la députée Isabelle Santiago qui a porté ce projet. Elle s'est exprimée chez LCP. On protège d'abord l'enfant, donc du coup on retire des droits d'exercice de l'autorité parentale dans le cadre de la mise en examen, on va dire, durant cette période d'enquête. Et puis s'il y a condamnation, on retire l'autorité parentale parce que je pense qu'en effet, on peut le redire, on n'est pas un bon père ou un bon parent au sens générique du terme quand on a des violences sur son enfant ou puisque ça touche à 2 sujets. Un, les violences faites aux femmes et donc protéger avec l'enfant le parent protecteur, mais aussi bien évidemment dans le cadre grave du code pénal, inceste, viol, etc. sur son enfant, l'autorité parentale, c'est des droits et des devoirs, et il était clair que dans ce texte, on protège d'abord les enfants.
La députée Isabelle Santiago qui a donc pris la parole sur ce texte. Il faut rappeler que la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, avait rappelé en préambule des débats que 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles. Un enfant est victime toutes les 3 minutes d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Et puis, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. L'aide sociale à l'enfance, ce sera l'objet de notre débat aujourd'hui, justement, dans notre émission avec nos invités. Dans l'information, dans l'actualité, dans le Pas-de-Calais, le préfet annonce une reprise progressive des cours. Oui, les précipitations se sont calmées. Le département reste malgré tout en alerte orange par Météo France pour des risques de crue. Malgré tout, la fermeture des écoles n'a pas vocation à être reconduite. Voilà les mots de la préfecture. Les écoles maternelles et primaires donc, vont fermer en temps normal le mercredi, vont rouvrir dès demain. Certains collèges et lycées vont toutefois rester inaccessibles, mais leurs portes sont rouvertes pour accueillir les étudiants qui le souhaitent. Les services de l'éducation nationale ont contacté les parents d'élèves pour les informer des conditions propres, notamment à leur établissement. Par ailleurs, le transport est également perturbé, notamment dans la région Hauts-de-France et donc dans le Pas-de-Calais, avec certains secteurs où le trafic est tout simplement interrompu. Au lendemain de l'inquiétude du ministre de l'Éducation nationale face à la surexposition des plus jeunes aux écrans, l'heure est aux réactions. Oui, il faut le rappeler, selon Gabriel Attal, il y a une corrélation entre les difficultés d'attention des élèves ou leur fatigue, rapportée également par les professeurs de CP, et puis l'usage de ces écrans. Alors aujourd'hui, dans les écoles, collèges et lycées, les élèves travaillent sur des tablettes ou des ordinateurs portables. Et pour Audrey Vinel, la cofondatrice du collectif de lutte contre l'invasion numérique à l'école, il faut tout simplement éduquer au numérique. Elle était l'invitée de RMC, c'était l'émission Charles Matin. C'est ce qu'on appelle l'éducation au numérique, c'est-à-dire apprendre à se servir de l'outil. Là, il y a une confusion, c'est qu'on est dans une éducation par le numérique. Éduquer au numérique, mais oui, que l'école le fasse, tout à fait, mais ce n'est pas en distribuant à chacun un terminal individuel et puis en le laissant se débrouiller avec qu'on va enseigner ça aux enfants. Si on veut vraiment faire une discipline d'éducation au numérique, alors on y dédie des heures, on y dédie des professionnels qui sont formés et qui vont accompagner vraiment les enfants à faire une recherche sur Internet, à utiliser un traitement de texte. L'inquiétude donc d'Audrey Vinel, la cofondatrice du collectif de lutte contre l'invasion numérique à l'école, invitée d'RMC ce matin. Merci Guillaume. 100 millions alloués pour la question de l'aide à l'enfance. Voici une des réponses d'Elisabeth Borne face à l'urgence de la situation. Ou alors, est-ce que c'est une rallonge tardive? Évidemment, la question se pose, les avis divergent. Alors que la situation et le suivi des enfants placés et bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance ne cessent d'interroger. Quel état aujourd'hui pour cet acteur primordial de la solidarité et comment penser l'avenir des enfants placés? C'est la question du jour. Pour parler de ce sujet si important qu'est l'aide sociale à l'enfance, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Marianne Maximi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise de la première circonscription du Puy-de-Dôme, ancienne éducatrice spécialisée auprès d'enfants placés, ainsi que Lies Loufoque. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir également. Vous êtes militant des droits de l'enfant, ancien membre du Conseil national de la protection de l'enfance et auteur de 2 livres en question dont on va parler évidemment, en tout cas je vais les évoquer, Dans l'enfer des foyers et si les enfants votaient, aux éditions HarperCollins. Alors mettre fin à la maltraitance infantile, c'est le rôle en France de l'aide sociale à l'enfance. Fin 2021, 377 000 enfants faisaient l'objet d'une mesure de protection au titre de l'ASE. Si vous le voulez bien, tous les trois, j'aimerais qu'on revienne sur juste les bases, comprendre ce que c'est réellement l'aide sociale à l'enfance, à quoi elle sert, en quoi est-ce urgent d'en parler aujourd'hui. Peut-être un mot, Lies Loufoque. Alors l'aide sociale à l'enfance, c'est une politique publique qui aujourd'hui est sous la responsabilité des départements, des présidents de départements et qui vise, vous l'avez dit, à protéger les enfants. L'aide sociale à l'enfance intervient majoritairement sur décision de justice. Donc, quand un enfant a été repéré comme étant en danger, le juge des enfants est saisi et en fonction de la situation, le juge des enfants peut ordonner le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire l'extraire de son environnement familial pour qu'il puisse être accueilli dans une famille d'accueil, dans un foyer. C'est les 2 types de placements majoritaires. Ou il peut aussi très bien ordonner à ce qu'il y ait des mesures d'action éducative à domicile. Donc, c'est des travailleurs sociaux qui se
rendent directement chez les parents pour leur apporter tout un étayage et un soutien dans leur parentalité. L'aide sociale à l'enfance, c'est finalement, si je devais le résumer, une politique de secours aux populations, notamment les enfants les plus vulnérables, mais aussi les parents. Et les parents. Et c'est également aussi une politique de suppléance parentale, c'est-à-dire que quand les parents sont défaillants, ils ne sont plus en capacité de pouvoir apporter une protection à leurs enfants et répondre à leurs besoins fondamentaux. C'est cette institution qui a en charge de les suppléer et donc d'apporter aux enfants ce que n'importe quel parent en France devrait pouvoir apporter à ses propres enfants. Marianne Maximi, vous êtes donc députée, mais je l'ai dit aussi avant, vous avez été pendant 6 ans éducatrice spécialisée justement auprès d'enfants placés, donc vous connaissez aussi bien ce sujet-là. En quoi il y avait urgence à ce que Madame la Première ministre annonce aussi de nouvelles mesures? Alors, il y a toujours urgence. Les annonces ne sont absolument pas à la hauteur de la catastrophe en fait, qui s'annonce dans ce secteur. Moi, j'y ai travaillé, j'y travaillerai après, quand j'aurai fini mon mandat. Moi, j'explique souvent aux gens qui ne connaissent pas, c'est un secteur qui s'effondre sur lui-même, littéralement, à l'image un peu de l'hôpital public, dont on parle un peu plus. Mais la protection de l'enfance, c'est un secteur qui est peu traité médiatiquement, encore moins politiquement. Et il y a urgence parce qu'elle ne remplit plus ses missions, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons dans notre pays des enfants dont le juge estime, évidemment, avec toutes les compétences qu'il a, qu'il est en danger dans son environnement familial, qui doit être protégé, donc confié à l'aide sociale à l'enfance. Et faute de place et de moyens, nous avons des enfants aujourd'hui qui attendent encore au domicile de leurs parents, alors qu'il y a eu des révélations de violence, souvent assez graves, évidemment. Et donc là, on est vraiment dans une faillite, clairement, de ce système, c'est-à-dire on ne protège pas tous les enfants qui devraient l'être. Et dans une impunité aussi pour les maltraitants, du coup. Effectivement, donc du coup, les raisons des maltraitances ne sont pas traitées ni accompagnées, et surtout des enfants restent exposés à des violences importantes, et c'est le rôle, pour le coup, des départements, mais aussi de l'État, de garantir la sécurité de ces enfants. On parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est pas rien, c'est vraiment les lois qui régissent ça, c'est-à-dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est l'intérêt des enfants, donc de les protéger quand il le faut. Les enfants de tout âge, un bébé qui peut avoir quelques jours, jusqu'à l'enfant qui a 18 ans. Ce soir à 22h55 sur France 2, et vous participerez, je crois, au débat qui suit, Lies Loufoque. Il y a une diffusion d'un documentaire qui s'appelle Bébé placé, la vie devant eux. Il est réalisé par Karine Dufour. Simone qui est touchante. C'est dans le meilleur des cas, ça, si je comprends bien. Oui, exactement. Moi, je trouve Simone et l'engagement de Simone absolument incroyable. C'est-à-dire que de dévouer sa vie, de donner autant de temps à la protection d'un enfant, en sachant en plus pertinemment qu'il va nous quitter quelques mois après pour trouver sa famille pour toujours, donc sa famille d'adoption. C'est un engagement qui est extrêmement remarquable et c'est un engagement qui est extrêmement peu valorisé. Moi, j'ai une vraie crainte d'ailleurs sur l'avenir du métier de Simone, puisque on sait en France que plus de 40% de nos familles d'accueil actuelles, donc ce que fait Simone, qui est famille d'accueil, partiront à la retraite sans être remplacées. C'est un métier aujourd'hui qui n'attire plus personne. Pourquoi ? Alors que l'accueil famille, parce qu'elles sont maltraitées dans les services d'aide sociale à l'enfance. Elles ne sont pas considérées par les équipes professionnelles des départements. Elles ont du mal à trouver leur place au sein de ces équipes. On dévalorise aussi l'expertise qu'elles peuvent avoir. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, quand j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance, j'ai fait beaucoup de familles d'accueil. Et systématiquement, quand j'avais des audiences devant le juge des enfants pour renouveler mon placement à l'aide sociale à l'enfance, ma famille d'accueil avait interdiction d'assister à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle faisait part de ses observations, elle faisait part de ce qu'elle pensait de moi et de la situation à l'éducatrice de l'aide sociale à l'enfance, mais elle n'avait pas voix au chapitre face au juge. Donc il y a aujourd'hui, quand je parle de déconsidération, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui passent le plus de temps au contact des enfants, H24, 7/7, et à qui finalement on demande le moins de s'exprimer sur l'enfant qu'elles accueillent. Mais j'ai l'impression que c'est pire que ça, parce qu'on demande de ne pas s'attacher à l'enfant. Oui, alors on évolue un petit peu là-dessus, parce que moi, alors à mon époque, ça c'est clair et net, c'était la règle. Je veux dire, on disait aux familles d'accueil, surtout ne vous attachez pas, parce que de toute façon, on ne sait pas dans quelques semaines s'il sera encore chez vous, c'est pas impossible qu'il aille ailleurs. Mais excusez-moi, mais comment c'est possible, moi, un enfant qui arrive, quand je vois ces images-là, je suis déjà moi-même profondément touchée par cet enfant. Je suis déjà attachée en voyant ne serait-ce qu'une minute d'image. Les familles d'accueil ont beaucoup milité pour ça, mais on a toujours considéré et on considère que le fait d'être famille d'accueil aujourd'hui, c'est un métier. C'est un métier.
ça nécessite des compétences, mais ça nécessite aussi une certaine distance. Voilà, une forme de professionnalisme, avec des guillemets, puisque, au contraire, moi je pense que le vrai professionnalisme, c'est celui d'apporter toute l'affection qu'on peut apporter à un enfant. Mais ça, c'est quelque chose qui tend à évoluer. Les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, de plus en plus aujourd'hui, remettent en question ce principe-là et, du mieux qu'ils peuvent, conseillent aux familles d'accueil de nourrir des liens affectifs avec les enfants qu'elles accompagnent. Puis on sait les besoins de développement de l'enfant, d'être réassuré par une figure d'attachement, d'avoir des interactions pour aussi investir ensuite une famille d'accueil, enfin une famille adoptive dans le cas de reportage. Mais moi, je voulais alerter aussi sur ce que disait Lies, c'est qu'on a un vrai problème aujourd'hui du nombre de familles d'accueil disponibles, mais même maintenant, alors on sait que ça va être encore pire dans les années à venir, mais même tout de suite. Et en fait, les enfants, quand les très jeunes enfants, les 0-3 ans, sinon sont accueillis en pouponnière. Et moi, je vois, j'y ai travaillé aussi. Et là où, dans mon lieu de travail, on a un sureffectif permanent en fait de très jeunes enfants qui sont des enfants qui sortent de maternité et qui vont pas à l'adoption, avec qui on orienterait bien en famille d'accueil, mais on ne trouve pas suffisamment de familles d'accueil. Ce fait que ce sont des enfants qui vont rester très longtemps en collectif, dans des conditions d'accueil comme là dont je parle, c'est un sureffectif permanent, c'est-à-dire avec un turnover de professionnels, et donc on ne fournit pas les outils nécessaires à un enfant pour se construire et pour se développer sereinement. Ils ont déjà un début de vie qui est difficile, mais en plus les conditions d'accueil produisent vraiment des troubles aujourd'hui du développement. C'est ça qui est catastrophique, c'est qu'on est tellement en difficulté pour trouver des perspectives d'orientation, c'est-à-dire des familles d'accueil, parce qu'on sait que c'est la meilleure solution, notamment pour les très très jeunes enfants, et qu'on est en train de devenir maltraitants nous-mêmes, les professionnels. C'est pas ce qu'ils souhaitent. Non, mais ce n'est pas volontaire a priori. Oui. Et donc c'est beau de voir ces images parce qu'on sait ce qu'il faut qu'on fasse quand on est professionnel. C'est notre formation. On sait parler au bébé, prendre le temps, leur donner toute l'affection qu'il faut, parce que c'est aussi ça notre travail. Mais dans les lieux de placement aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, dans de très nombreux départements, nous n'avons pas les moyens de faire ça. Et c'est catastrophique. Et ce que dit Marianne aujourd'hui relève encore une fois aussi j'ai envie de dire, d'un fonctionnement qui fonctionne correctement. Parce que là, on se retrouve avec un cas de figure et qui tend à prendre de plus en plus d'ampleur, où des enfants ne sont même pas en pouponnière. Ils sont laissés dans les hôpitaux, dans les services de maternité, et ils y restent plusieurs mois. Tout cela, et ça a été documenté. Donc ça veut dire qu'ils sont pris en charge par qui? Par les infirmières, par les infirmières, quand elles ont le temps. Je vais vous dire, en Loire-Atlantique, et ça c'est une situation qui m'a énervé, mais profondément, on a des dizaines de bébés, il y a 2 ans, 3 ans, qui ont été placés par la justice à l'aide sociale à l'enfance, et faute de place, ont dû rester à l'hôpital de Nantes. Ce sont des bébés où les infirmières, pour éviter qu'ils développent un syndrome d'hospitalisme, le syndrome d'hospitalisme, c'est la dépression des nourrissons, ou faute de recevoir des soins affectifs, parce que apporter de l'affection à un enfant, c'est aussi un soin, se laissent complètement dépérir, donc c'est une forme de suicide silencieux finalement. Eh bien, les infirmières emmenaient ces enfants du mieux qu'elles pouvaient, avec le temps qui leur était donné, elles les emmenaient en réunion, ne serait-ce que pour qu'ils entendent des voix. Je veux dire, c'est ça aujourd'hui la réalité, et c'est pour ça qu'il faut que les départements prennent leurs responsabilités et investissent davantage d'argent dans leur politique d'aide sociale à l'enfance. Moi, par exemple, quand je vois que dans les Hauts-de-Seine, département le plus riche de France, il y a un excédent budgétaire chaque année, depuis 5 ans, c'est comme ça, de 550 millions d'euros. Donc, qui dorment dans les caisses, qui ne sont pas utilisés. En Alsace, 260 millions d'euros qui dorment dans les caisses. Et on pourrait citer bien d'autres départements qui sont en situation d'excédent. Eh bien, investissez cet argent pour créer des pouponnières, parce que tous les départements n'en ont pas. Ça aussi, il faut le dire. Tous les départements n'ont pas de pouponnière ou n'ont pas d'unité pour accueillir les nourrissons placés à l'aide sociale à l'enfance. Alors que l'on sait qu'après le confinement, après le Covid, on est sur une nette tendance d'augmentation du nombre de nourrissons placés à l'aide sociale à l'enfance. On va parler évidemment de ces choix politiques, parce que ce sont des choix finalement faits par les départements en question, et évidemment de l'argent, où il va, par qui il est donné, combien, etc. Tout ça, on va y venir, et toutes les mesures justement annoncées par la Première ministre. J'aimerais juste qu'on revienne sur la réalité du terrain. Cette réalité du terrain, bon, on en a parlé très clairement, mais ces manquements, on le voit. Il y a les côtés positifs, Simone, ce qu'on a évoqué, et heureusement, et ils sont nombreux, ces moments qui sont positifs, jolis. Ils sont de plus en plus rares. Mais voilà, ils sont de plus en plus rares. Vous avez forcément entendu parler, enfin vous êtes évident, mais vous qui nous regardez aussi, de cette maison d'enfants dans l'Eure où la directrice est accusée de maltraitance. Est-ce que c'est un cas récurrent ?
Oui. Malheureusement, oui, on en croise. Enfin, on sait que c'est de plus. Enfin, ça existe depuis très longtemps, mais il suffit de faire des alertes presse et de se rendre compte que c'est très très récurrent. Que ça soit, il y a eu des reportages déjà qui ont traité de cette question. Et aujourd'hui, on a aussi un vrai problème, c'est la qualification des personnes qui accompagnent. C'est que on a un métier qui n'est plus attractif. Les travailleurs sociaux, notamment les éducateurs et les éducatrices spécialisées, sont des métiers qui sont très peu considérés, très mal reconnus, et donc qui partent aujourd'hui. Clairement, moi, je vois mes collègues démissionnent clairement de l'aide sociale à l'enfance, s'en vont faire autre chose, et donc on recrute des gens qui ne sont pas formés, ce qui aggrave aussi les situations de maltraitance dans l'institution. Enfin, moi, à l'instar de l'éducation nationale, enfin, de manière générale sur les profs, quand on engage des contractuels qui sont formés en 4 jours, on fait à peu près la même chose pour l'aide sociale à l'enfance. C'est ce qu'on voit de plus en plus, oui, effectivement. Oui, parce que les diplômes sont même pas obligatoires. Et pour revenir sur cette affaire précise là, dans le département de l'Eure, pour que tout le monde comprenne, c'est une directrice qui à Thibouville. C'est une directrice qui a frappé des enfants, donc qui était quand même sous sa protection. Alors, il y a une enquête en ce moment. Oui, il y a une enquête. Alors, on va en parler au conditionnel. Oui, on pourrait en parler en conditionnel. Il se trouve que moi, je suis en lien permanent avec les équipes de ce foyer, puisque c'est moi qui ai lancé l'alerte au journal Libé et au cabinet de la ministre de l'Enfance. Donc, je suis très au fait de cette situation. Je ne suis pas le seul. Ils ont appelé également le 119 et ils ont eu raison de le faire. J'ai prévenu la terre entière, honnêtement, sur cette affaire. Donc, enquête judiciaire. Quand vous dites la terre entière, pour que les gens comprennent bien. J'ai prévenu le cabinet de la ministre de l'Enfance, qui lui-même a prévenu le préfet. J'ai été en contact avec le directeur de cabinet du président de département. J'ai eu le président du conseil d'administration de l'association gestionnaire. À chaque fois, ils disent on se rappelle, je comprends, c'est difficile, c'est pas grave. C'est pire que ça. C'est-à-dire que quand bien même la justice ouvre une enquête, alors particulièrement au sujet de 2 enfants qui ont été victimes de maltraitance, possiblement commise par cette directrice, eh bien, aucune action n'a été prise de manière préventive. C'est-à-dire que moi, je dis, il y a une enquête judiciaire qui est ouverte, les enfants victimes sont toujours en présence de la personne qui est accusée de les avoir frappés. Donc, comment on mène une enquête judiciaire dans de bonnes conditions quand c'est la problématique de l'enfance cohabitent encore avec la potentielle agresseuse de ces enfants. C'est dramatique. Oui, et donc, moi, ce que j'avais dit très tôt, c'est qu'il faut mettre à pied cette directrice. À ce jour, ça fait plus de 2 mois que tout le monde a été prévenu. Elle est toujours en poste. Mais comment on explique ça? Parce que ça, ce que vous dites là, on le revoit dans toutes les cas de figure qui touchent l'enfance de manière générale. Un parent maltraitant, par exemple, tant que ce n'est pas jugé, il a toujours la possibilité de voir son enfant. Et souvent, parce que malheureusement, c'est comme ça, c'est la mère qui ramène l'enfant au père qui est maltraitant. Et elle est obligée de lui laisser pendant tout un week-end. Pourquoi en matière de protection de l'enfance, on oppose systématiquement 2 grands principes. Le principe de présomption d'innocence, qui est un principe fondamental, qui est très important. Extrêmement important, bien sûr, mais et le principe de précaution, qui lui-même est tout aussi important finalement que le principe de présomption d'innocence. Surtout sur un enfant qui ne peut pas se défendre. Oui, et moi je pense que ce qui doit guider justement l'arbitrage dans ce type de situation, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Au moindre doute, le principe de précaution doit s'appliquer. Sauf que l'intérêt supérieur de l'enfant peut être effectivement dans ces cas-là discuté, parce que les parents peuvent dire mais l'intérêt de mon enfant, c'est aussi de voir ses parents, ou en l'occurrence là, de continuer effectivement à partager la sociabilisation avec les enfants au sein effectivement de cette... Et ça, c'est le travail d'évaluation aussi des équipes. Enfin, je veux dire, la précaution, c'est aussi de mettre à l'abri, de mettre en sécurité un enfant, parce que c'est la vulnérabilité qui prime normalement dans cette histoire. Et un enfant est considéré comme vulnérable, évidemment. Et ensuite, il y a un travail d'évaluation de professionnels, justement, pour mesurer... il y a un travail d'enquête, mais les professionnels aussi sur les besoins de l'enfant, les liens familiaux, l'environnement, qui est ressource, qui n'est pas ressource, est-ce qu'il faut des visites. Mais il y a des situations qui traînent tellement longtemps. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que même quand il y a un juge qui ordonne une mise en protection, c'est-à-dire un placement qui confie à un enfant aide sociale en l'enfance, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des enfants qui restent au domicile de longs jours, semaines, mois. Il y a des départements où les mesures non exécutées c'est des chiffres hallucinants. Ouais. Nous avons des enfants qui décèdent alors qu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils sont encore au domicile des parents. Mais encore au domicile parce que pas de place? Parce que pas de place, bien sûr. Parce que pas de place et puis parce que pas de professionnels non plus. Voilà. Et je pense que la question de la pénurie des professionnels est une urgence absolue. Pour vous donner un exemple, un éducateur spécialisé à l'aide sociale à l'enfance dans les années 80, il était rémunéré 2,5 fois le montant du SMIC. Aujourd'hui, en 2023, c'est le SMIC plus 100 €.
Donc non, mais il y a une vraie précarisation pour un aussi travail de en ces métiers-là. internat, les week-ends, les jours fériés. Enfin, je veux dire, c'est des Absolument. conditions de travail qui sont quand même Donc il y a cette très question lourde, salariale, et puis il y a aussi la question de la déontologie. Moi, je pense qu'il faut réoutiller les travailleurs sociaux d'un point de vue déontologique, leur donner les moyens aussi de pouvoir se protéger, parce qu'ils sont confrontés en permanence à des injonctions paradoxales. On leur demande de faire énormément, mais avec très très peu. Donc il y a vraiment cette nécessité-là aujourd'hui d'avoir ces réflexions, de les repositionner au cœur du dispositif, de les protéger, de leur donner un meilleur salaire, et puis aussi de les valoriser en rendant obligatoire l'obtention d'un diplôme du travail social pour exercer en protection de l'enfance. Parce que là, et ce qui est complètement paradoxal, on dit on a une pénurie de professionnels, et d'un autre côté, on n'a jamais rendu obligatoire l'obtention d'un diplôme du travail social pour exercer en protection de l'enfance. Ce qui fait qu'en fait, en faisant ça, on considère que leur rôle n'est pas si important, puisque n'importe qui peut l'exercer. Encore faut-il avoir les moyens de pouvoir faire ces études-là et d'obtenir ce diplôme. Oui, alors il y a des financements, on ne va pas rentrer dans les détails. Non, mais je veux dire, c'est que c'est aussi, ça rentre aussi. Il y a aussi une difficulté, c'est que maintenant, pour faire une école de travail social, les IRTS, c'est Parcoursup qui sélectionne maintenant les futurs professionnels du travail social, ce qui est quand même pas forcément la meilleure solution pour réouvrir à l'attractivité. Et surtout, c'est un algorithme qui choisit un peu la suite, l'avenir professionnel des jeunes. Alors, c'est on en parle beaucoup pour l'université, mais pour les instituts de formation, c'est aussi le cas, ce qui a aggravé en fait la situation de recrutement des nouveaux professionnels. Alors, venons au point politique. Je disais, puisque la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé toute une série de mesures, on va en parler ensemble. Nous devons nous saisir de la question de l'enfant. C'est une mission essentielle. Et en aucun cas, je n'imagine que la DAS fasse mieux que vous, a assuré donc Elisabeth Borne en annonçant une instance de dialogue entre le gouvernement et les élus. Pourquoi un dialogue si important ? Je me tourne forcément vers vous, Marianne Maxime. Moi, j'entends les grandes déclarations, les effets de communication du gouvernement, et je suis vraiment en colère parce que, d'une part, les annonces sont absolument pas à la hauteur, je le disais. C'est toujours une façon de présenter les choses. Là, l'annonce 100 millions en plus pour la protection de l'enfance. En réalité, en fait, c'est 33 parce qu'il y en avait déjà 67 qui étaient déjà prévus au budget. Et donc, en fait, en plus, quand on divise par le nombre de départements, en fait, le calcul, c'est pas grand-chose en fait par rapport aux besoins. Parce que ce qui est important aussi quand on construit une politique publique, c'est de partir des besoins, pas de partir des calculs de lignes budgétaires sur un tableur Excel, des besoins. Les besoins augmentent en protection de l'enfance. On part de très très loin et là, on n'est absolument pas à la hauteur. Ouvrir des dialogues, des états généraux, c'est des choses qu'on entend depuis des années et la situation se dégrade toujours autant. Là, ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, c'est surtout qu'elle fermait clairement la porte à l'idée de recentraliser cette politique-là en disant que la DAS, on ne ferait pas mieux que la DAS qui était le système qui existait avant. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique de régler les disparités qui existent entre départements, et ça c'est grave. C'est-à-dire qu'un enfant qui est confié dans un département X n'aura pas exactement les mêmes conditions d'accueil, d'accompagnement et les mêmes chances de s'en sortir qu'un enfant qui est placé dans un département Y. Et ça, dans un pays comme le nôtre, d'avoir autant de disparités territoriales, et là je parle même pas de l'outre-mer où la situation est encore plus catastrophique, ne pas régler cette question-là et ne pas donner les moyens de pouvoir lisser cette politique pour qu'un enfant, d'où il vienne, puisse avoir les mêmes droits qu'un enfant qui soit dans un autre département, on n'est pas à la hauteur vraiment. Donc moi j'entends des annonces, je vois une chargée, une secrétaire d'État qui communique beaucoup pour nos enfants, qui fait beaucoup de communication médiatique, mais je ne vois rien bouger si ce n'est qu'une situation qui se dégrade. Moi en plus d'un an de mandat, je vois jour après jour les alertes qui s'accélèrent, les témoignages qui sont de plus en plus catastrophiques, et je ne vois aucun bouger politique. C'est pas les 33 millions qui ont été annoncés qui sont suffisants, et on a eu un débat. Non, pardon. C'était déjà prévu. C'était déjà prévu. Les 67 prévus ou 33 déjà Alors, prévus. c'est les 33 qui sont en plus, on va dire, si on calcule. C'est pas moi qui le dis, c'est les départements Florence mettent Dabin. 9 milliards sur la table, juste pour qu'on se rende bien de l'échelle de grandeur. Parce que quand l'État dit je donne 100 millions, ayez quand même en tête que les départements, eux, mettent 9 milliards. Voilà, donc 100 millions... 9 milliards, c'est quand même pas la même chose. Une autre phrase qui m'a quand même, je peux le dire, fait sourire. La mobilisation générale pour l'enfance protégée autour de diagnostics, d'objectifs et d'engagements partagés. C'est joli. C'est sur le c'est joli. C'est joli. Ça veut dire quoi? Pardon, je ris, c'est pas le moment de rire, mais je veux dire, on est... La colère qu'a exprimée Marianne, je la partage. Je la partage je évidemment parce que je pense que là, on est dans un moment politique où ni les départements ni l'État ne prennent leurs responsabilités. Et c'est extrêmement grave parce que, en fait, en observant ce jeu, on a l'impression d'assister à des discussions entre parents divorcés qui se battent pour la garde de leurs enfants. Vraiment, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Mais en totale irresponsabilité. Je veux dire, même pas un minimum de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que l'État considère qu'il n'est pas tenu juridiquement de financer une compétence qui n'est pas la sienne, et il a raison. En effet, la protection
protection de l'enfance n'est pas une compétence de l'État. Et les départements disent, alors que c'est leur compétence, l'État ne nous donne pas suffisamment de dotation, donc nous avons besoin que l'État remette la main au portefeuille. Moi, c'est pour ça que ça fait des années, je demande à ce qu'on clarifie le pilotage en tout cas le pilotage et les responsabilités de qui doit gérer l'aide sociale à l'enfance, et que je demande notamment à ce que l'État reprenne à sa charge la gestion de l'aide sociale à l'enfance. La Première ministre, et Marianne vient de le dire, l'a enterré lors du congrès des départements de France. C'est dommage. Je pense qu'on aurait dû avoir le débat. Ça aurait été un débat intéressant, ça aurait été un débat nécessaire pour avoir des perspectives d'avenir. Et là, en l'occurrence, on est bloqué. Donc moi, je pense que la seule annonce qui aurait dû être faite par Elisabeth Borne, c'est de dire on est confronté à une situation qui est gravissime, que nous n'avions pas... C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que c'est gravissime. Oui, j'arrive, mais que nous n'avions pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait, c'est ça la réalité, c'est que le système de protection de l'enfance et sa souffrance actuelle a quelque chose de tout à fait inédit dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays. Et elle aurait dû dire ensuite, je débloque un fonds d'urgence, mais un fonds d'urgence de plusieurs milliards d'euros, parce que c'est de ça dont on a besoin. Quand on a des départements qui en mettent 9 sur la table et l'État qui arrive tout content en nous disant je mets 100 millions, il y a un vrai problème. Autre problème par rapport au financement, par exemple, je fais court, mais on n'a plus que 3-4 minutes ensemble, donc je veux un petit trésor quand même, de 145 millions par rapport aux 9 milliards, c'est rien, mais par rapport aux 100 millions débloqués, finalement, 145 millions qui dorment à la caisse des dépôts et consignations. Surprise, il appartient à des enfants. Mais c'est quand même fou cette histoire en fait. C'était prévisible, on avait alerté quand cette mesure avait été mise en œuvre en 2016 au travers d'une loi que Laurence Rossignol, ancienne ministre de l'Enfance sous François Hollande, avait fait voter, donc qui consiste à mettre de côté les allocations de rentrée scolaire dont peuvent bénéficier certains enfants placés, pas tous, sur un compte à la caisse des dépôts et de consignation, qu'ils peuvent ensuite récupérer à leur majorité, donc à l'âge de 18 ans. Et c'est vrai que moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai découvert qu'il y avait 145 millions de stock. J'avais demandé à plusieurs reprises est-ce que la CDC communique sur ces montants-là, parce que c'était hyper important pour nous d'avoir, quand j'étais au Conseil national de la protection de l'enfance, mais d'avoir en tout cas le montant, parce que c'est ce qui allait aussi nous permettre de déterminer quelles devaient être les actions de communication à l'égard de ceux qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance pour qu'ils puissent récupérer ce pécule-là. Ça n'avait jamais été rendu public jusqu'à présent. Voilà, et là on est confronté à un vrai problème, alors logistique, parce que le premier problème de cette situation-là, c'est que c'est un problème logistique. Les enfants placés, quand ils sortent de l'aide sociale à l'enfance, ils y sortent pas tous à 18 ans. Quand ils sortent à 18 ans, c'est facile. L'éducateur, l'éducatrice peut lui dire bon, t'as de l'argent qui dort à la caisse des dépôts, va le récupérer. Mais quand ils sortent à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, c'est beaucoup plus complexe. Personne va aller les retrouver, ces enfants-là, pour leur dire qu'ils ont de l'argent qui dort. Donc c'est notamment en partie à cause de cela qu'on peut aujourd'hui expliquer cette somme absolument faramineuse qui dort dans les... Parce que personne ne connaît ses droits finalement. Oui, c'est ça. Ces enfants-là ne connaissent pas leurs droits. Et puis ce qui est dégueulasse, c'est qu'on a quand même un certain nombre d'enfants qui n'y sont pas éligibles. C'est-à-dire les enfants dont les parents étaient destitués de leur autorité parentale ne perçoivent pas ce pécule. Les pupilles de l'État qui n'ont plus de parents, donc les orphelins, si je le dis vulgairement, ne sont pas non plus éligibles à ce pécule. Les mineurs non accompagnés sur notre territoire ne sont pas non plus éligibles à ce pécule. Donc il y a aussi une vraie inégalité. Ceux qui, pour autant, se retrouvent vraiment complètement démunis et vraiment seuls, qui ont d'autant plus besoin de cet argent. Oui. On parlait justement de l'autorité parentale. Lundi, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le retrait de l'autorité parentale, après certaines condamnations comme l'inceste. Est-ce que c'est un pas ? Alors, le Code civil le permettait déjà. Franchement, là-dessus, c'est... Bon, moi, je trouve que tous les textes qui sont votés à l'Assemblée nationale et qui visent à améliorer le sort des enfants et à renforcer leurs droits est évidemment un pas supplémentaire qu'il faut systématiquement faire. En l'occurrence, il se trouve que le Code civil permet déjà le retrait de l'autorité parentale sans condamnation pénale préalable. Donc, ce qui a été soumis au vote à l'Assemblée nationale, si vous voulez, n'a pas grand-chose d'extraordinaire. Ce que alors, nous, on a pourquoi demandé... ils l'ont fait alors ? Je sais pas, ça, il faudra demander à la députée qui a déposé le texte. Mais vous avez peut-être un avis, Marianne. Mais ce qui pour nous était hyper important, et je finis juste là-dessus, c'est que, et c'est dommage que ce texte ne réponde pas à ce problème-là, mais c'est qu'il y ait à minima une suspension de l'exercice de l'autorité parentale dès les révélations de violence, dès les premières révélations et dès protéger donc justement la logique de protection. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des enfants victimes où une enquête judiciaire a été ouverte, mais avec un auteur présumé qui conserve malgré tout une autorité sur cet enfant. C'est exactement le même problème que dans le foyer de l'heure, finalement. C'est ça.
Une réaction justement dans ce que disait Lies Loufoque, c'est-à-dire qu'en fait pourquoi tout d'un coup ça arrive alors qu'a priori ça figurait déjà dans le code civil. C'est la question de l'automaticité qui a un vrai débat d'ailleurs avec la magistrature parce que les magistrats ont cet outil-là qui est déjà, comme le disait Lies, une possibilité qui était déjà activée dans pas mal de situations. Là c'est de le rendre automatique. Écoutez, ça c'est... Moi pour nous on le prend toujours comme un espace où on peut parler de la protection de l'enfance, mais je pense que c'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas ça la véritable urgence, même si c'est des avancées évidemment, mais on a besoin d'un grand débat sur la question de la protection de l'enfance. Il faudrait une véritable loi qui permettrait de donner les moyens, et pour l'instant c'est tout ce qu'on nous refuse, c'est-à-dire dès qu'on essaye de mettre dans le débat parlementaire la question de la protection de l'enfance, moi la réponse qu'on me fait c'est on a fait une loi en 2022, il faut attendre l'application de cette loi. Moi je vais juste vous dire que par exemple à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas les décrets d'application de la dernière loi. Donc je trouve ça franchement très agaçant quand on me répond qu'on attend l'application alors qu'elle n'existe encore pas. Enfin, il n'y a pas les décrets pour qu'elle soit appliquée. Donc j'ai l'impression qu'on se moque de nous et pendant ce temps-là, je le redis, la situation se dégrade et c'est un sujet qui est compliqué à emmener dans le débat médiatique et je suis ravie qu'on ait ces espaces-là parce qu'il y a quelque chose de fondamental. C'est que déjà la question des droits des enfants, on a besoin d'un grand débat politique là-dessus, médiatique, culturel, à l'image de ce qu'on a pu faire sur la question des violences faites aux femmes, des féminicides, de recenser, que les collectifs se mettent aussi tous ensemble pour vraiment faire un travail là-dessus. Et sur la protection de l'enfance particulièrement, parce que c'est un sujet dans l'opinion publique ne se sent pas concerné. Souvent, on se dit, mais ça ne me concerne pas, ça n'arrivera pas, c'est une minorité de la population. Alors, d'une part, c'est faux. Les violences faites aux enfants sont très bien partagées dans la société. Ça ne concerne pas qu'une classe sociale dans notre pays. La protection de l'enfance concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde, évidemment, dans l'avenir des enfants. Et c'est impossible. Un enfant, c'est un pays qui n'est pas capable de protéger ses enfants, est un pays qui devrait avoir honte de ses politiques. Enfin, je veux dire, c'est grave ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Donc, si vous êtes député, c'est aussi pour ça ? En tout cas, moi, oui, ça fait partie de mes engagements et j'y vois une vraie cohérence. D'une part, parce que j'aime passionnément mon métier. Je ne l'ai pas fait pour être un outil de maltraitance et c'est ce que je me retrouve à faire évidemment et je pense que la plupart des travailleurs sociaux, des collègues que j'ai avec qui je suis encore en contact sont à la fois abattus et en même temps très déterminés à vouloir défendre aussi notre secteur. Mais oui, je fais le lien et je fais de la politique aussi, évidemment, pour le droit des enfants. Et ça doit être un vrai débat, un vrai sujet. On doit vraiment changer de paradigme sur la question des enfants. La domination des adultes sur les droits des enfants n'est plus acceptable. Et le problème, c'est qu'évidemment, quand on dit ça, on pourrait paraître un peu... des fois, on nous dit, bon, ouais, moi, comme je suis une femme, en plus, on me dit que tu aimes bien les enfants. Non, c'est une question éthique de comment notre pays fonctionne, de comment le monde fonctionne. Nous avons ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Je peux vous assurer qu'on n'est pas dans les clous du tout. Non, on n'est pas dans les clous du tout. Alors lançons effectivement un grand débat sur la protection de l'enfance et je serai des vôtres évidemment. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Marianne Maximi, vous êtes députée de la France Insoumise, donc de la première circonscription du Puy-de-Dôme, ancienne éducatrice spécialisée, je l'avais dit, mais c'est important de le savoir aussi, auprès d'enfants placés. Et Lies Loufoque, merci également d'avoir été là, militant des droits de l'enfant, ancien membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Et puis vous pouvez retrouver effectivement les livres, les ouvrages de Lies Loufoque chez tous les bons livres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Éric Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur du musée Tchernouski à Paris, le musée des arts de l'Asie. C'est un musée qu'on connaît peu, mais qui en fait mérite vraiment d'être visité. En ce moment, on peut retrouver l'exposition Retour d'Asie qui est présente jusqu'au 4 février 2024. Une exposition proposée à l'occasion du 150e anniversaire de Retour d'Asie, justement, de Henri Tchernouski. Alors forcément, la question est simple. Henri Tchernouski, c'est qui? Et pourquoi est-ce si intéressant de parler de lui? Alors, Henri Tchernouski, c'est une personnalité tout à fait hors du commun. Il est né en Italie, il est devenu français vers 1870. Il a été à la fois un aventurier de la politique qui voulait établir un régime républicain et il a été surtout un grand collectionneur et un grand voyageur. Et il a été l'un des premiers justement à faire connaître l'art asiatique, l'art du Japon, l'art de la Chine dans notre pays. Est-ce que c'est grâce à lui, finalement, que le japonisme, enfin, toute l'arrivée, le Japon est arrivé en Europe et notamment en France, où il rencontre un succès à la fois dans les mangas, mais aussi dans l'art de manière générale? Alors, lui, il a eu cette contribution tout à fait particulière d'aller chercher
lui-même en Asie ces objets qui commençaient à arriver par le biais des marchands et qui passionnaient les impressionnistes et beaucoup d'artistes et d'intellectuels. Et donc il a fait le voyage lui-même, un long voyage de 16 mois, un voyage autour du monde qu'il a d'abord amené au Japon, puis ensuite en Chine, en Indonésie et en Inde. Alors justement, un voyage absolument magnifique qu'on rêverait tous de faire. On pourrait croire que c'est à peu près la même chose qu'on pourrait voir, évidemment, heureusement, fort heureusement non, pas du tout. Ce sont des arts très différents, des histoires très différentes, des mondes traditionnels très différents. On peut retrouver tout cela au musée justement Tchernouski, donc musée des arts de l'Asie de la ville de Paris. Mais c'est très vaste finalement comme étendue, non ? C'est tout à fait immense et c'est pour ça que Tchernouski, parti pour réaliser une collection, on va ramener 5000 objets en 16 mois, donc c'est tout à fait considérable. Chaque jour, il fait des découvertes, il acquiert des objets complètement différents qui vont depuis la sculpture bouddhique jusqu'aux peintures en rouleau, les estampes et ensuite tout cela, il va l'exposer sur les Champs-Élysées à son retour en 1873, avant de créer son musée l'année suivante au bord du parc Monceau. En 1873, est-ce qu'il rencontre un succès notable ? Oui, c'est tout à fait incroyable. À ce moment-là, il est installé sur les bords de la Seine, où se trouvent aujourd'hui le Grand et le Petit Palais, et le tout Paris se précipite pour venir voir l'exposition, et tout particulièrement les artistes, cela est assez connu, mais aussi tous les artisans qui vont réaliser toutes sortes d'objets qui vont rentrer dans l'intérieur des Français. Donc c'est aussi grâce à lui qu'effectivement on a la chance de pouvoir rencontrer beaucoup d'artistes venant de ces pays-là, vous les avez cités, le Japon, la Chine, l'Indonésie, Ceylan, l'Inde, tous ces artistes qui viennent finalement en Europe et notamment en France et qu'on ne connaissait pas. Tout à fait. Lui revient avec des objets, ouais. Mais dans la foulée, il va y avoir les expositions universelles avec les premiers artistes japonais qui arrivent en France. Donc parfois, on ne sait pas que, par exemple, Renoir ou Degas ont pu voir de leurs propres yeux des artistes japonais manier le pinceau sous leurs yeux. Alors en quoi c'est différent l'art asiatique de l'art européen ? Alors c'est une vaste question. Est-ce qu'il est vraiment possible d'y répondre ? On peut dire en tout cas qu'il y a certaines matières qui ont influencé durablement pendant des millénaires les artistes et les artisans. À l'instant, j'ai parlé du pinceau, de l'encre, qui associé au papier, qui est justement une invention chinoise, ont permis de créer une tradition où se mêlent à la fois la calligraphie et la peinture d'une manière unique et qui ensuite a essaimé en Asie dans d'autres traditions parallèles comme celle du Japon par exemple. Est-ce qu'il y a une influence aussi religieuse beaucoup dans les objets importés de ces pays ? Alors, ce qui a aussi beaucoup passionné Tchernouski, c'est de voir comment le bouddhisme s'était répandu de l'Inde jusqu'au Japon en créant à chaque fois, à chacune des étapes, une forme d'art originale. Et lui, son voyage, il va le faire dans l'autre sens, depuis le Japon jusqu'en Inde. Et donc, finalement, son voyage devient une forme d'initiation qui lui permet de remonter vers les sources de l'art bouddhique. L'art bouddhique, oui, tout à fait, parce que alors, on parle de religion, enfin, ça n'est pas vraiment une. On pourrait peut-être parler plus de spiritualité. Est-ce qu'on ressent beaucoup justement cet art asiatique et notamment dans cette exposition qui s'appelle Retour d'Asie, donc je rappelle, qui est actuelle et ce jusqu'au 4 février, c'est ça ? Exactement, jusqu'au 4 février. Alors effectivement, on peut parler de religion, de sagesse, d'école de pensée, qui concerne aussi bien le bouddhisme que le taoïsme, le confucianisme, aussi important dans ces pays. Mais du point de vue artistique, peut-être que le bouddhisme un petit peu a pris l'avantage parce qu'il a la création de ces sculptures bouddhiques de taille monumentale. Et justement, ce qui a fait la célébrité de Tchernouski, c'est qu'il a été l'un des premiers à ramener un immense Bouddha en bronze du Japon qui fait plus de 4,50 m de haut et qui occupe toujours aujourd'hui le cœur du musée Tchernouski, à côté du parc Monceau. Donc les promeneurs du parc Monceau ne se doutent pas qu'à quelques mètres d'eux, ils ont un Bouddha extraordinaire. Qui est un sublime parc, donc autant la promenade est magnifique à faire évidemment juste après la visite du musée. L'exposition, elle est découpée en 3 parties, c'est bien cela ? Qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Exactement. Comme la vie de Tchernouski était extrêmement riche, on a voulu montrer comment il avait réussi en
3 ans, et donc en 3 parties, à faire un voyage qui débouchait sur une collection. Comment il a ensuite réussi à partager cette collection avec tous les artistes et les artisans français en l'exposant sur les Champs-Élysées, et comment dans le même temps, il a acquis un terrain au bord du parc Monceau pour faire construire un bâtiment spécialement dédié à cette collection, et donc il s'y installe l'année suivante. Donc finalement, en 3 ans, il a réussi à créer ce qui va devenir le musée des arts de l'Asie de la ville de Paris, mais finalement, c'est la toute première fois qu'on a un musée des arts asiatiques dans notre capitale. Alors, je disais en amont, le succès fou que l'on voit auprès des jeunes, et notamment par rapport au manga, est vraiment phénoménal. Est-ce que ça vous a profité aussi au sein du musée, le fait de voir tout d'un coup une population peut-être plus jeune venir à vous ? Oui, alors surtout, Tchernouski avait eu ce goût pour toutes les formes d'art animalier. Alors aussi bien des animaux fantastiques comme les dragons, comme les kirines, les chimères, que des animaux naturels comme des lapins, etc. Toute la faune. Et c'est vrai que à la fois l'interprétation de ces animaux, c'est quelque chose qui plaît bien sûr aux tout petits, mais également aux jeunes, aux ados, parce qu'on a toutes ces réinterprétations un petit peu schématiques, extraordinairement expressives de ces animaux qui plaisent d'ailleurs aussi à tous les âges de la vie, au fond. Si l'on parle des programmes scolaires, est-ce que vous avez l'impression qu'on étudie suffisamment justement tous ces pays, l'Asie de manière générale? On parle du Japon, encore une fois, de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie. J'ai l'impression que c'est quand même très très vite parcouru dans les manuels scolaires, non ? Alors, c'est vrai que, il y a eu quand même des progrès assez récemment. Moi, par exemple, quand j'étais au collège, quand on étudiait l'Antiquité, c'était principalement l'Antiquité grecque, romaine, égyptienne. Et puis aujourd'hui, ça s'est un petit peu élargi. On étudie par exemple les débuts de l'Empire chinois, l'Empire des Han. Donc, mais malgré tout, on a bien conscience au musée que, en accueillant les jeunes, qui soient avec leur classe ou autre, on vient aussi un petit peu remplir des cases peut-être un petit peu vides du programme. Et puis, justement, on travaille aussi avec les enseignants pour qu'ils soient aussi un petit peu plus armés pour aborder ces sujets avec leurs élèves. Donc aussi, on a une partie de nos collègues qui se déplacent dans les classes. Donc parfois, on vient au musée, et parfois, c'est le musée qui vient dans les classes. Alors le musée qui vient dans les classes, ça veut dire aussi former, comme vous le dites, de manière claire, les professeurs ou les éducateurs, si je puis dire, voilà, tous ceux qui font la vie scolaire autour de l'école, pour pouvoir parler justement à la fois de l'histoire de l'Asie et à la fois de ce qu'on va y trouver en termes d'art, effectivement, d'objets, de peinture et autres. Est-ce que vous proposez des ateliers, par exemple, en fonction des âges, un peu différents, ou des choses qui soient des découvertes autrement que par le simple exposition musée? Oui, alors effectivement, chaque exposition est accompagnée d'ateliers spécifiques, et puis d'autres sont liés à nos collections permanentes. Donc la particularité de nos ateliers, c'est qu'on essaye d'en faire le maximum directement dans les salles, en face des objets originaux. Alors évidemment, ça c'est un plus énorme, parce que les élèves peuvent directement réagir en face des objets, mais on a aussi des espaces dédiés dans lesquels justement on peut s'initier à la gravure d'une planche de bois pour pouvoir faire des estampes, ou bien encore à manier le pinceau. Enfin, parmi les autres techniques qui existent. Voilà. Merci beaucoup d'être venu avec nous, Éric Lefebvre, sur ce plateau. Vous êtes donc, je le rappelle, le directeur du musée Tchernouski à Paris, le musée des arts de l'Asie de la ville de Paris. On peut venir tous les jours au musée, sauf le... Lundi. Comme tous les musées français, et donc ouvert évidemment le samedi et le dimanche, ouvert aux enfants et aux plus grands, et puis les ateliers possibles, on le voit pour les classes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre invitation. Sur ce plateau. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souviens d'écolier, et cette semaine, son invité est l'humoriste Julien Bing. On a parlé de ton parcours scolaire, on va parler de ta profession maintenant. Est-ce que, avant de te dire, donc tu as dit j'ai toujours voulu être artiste, là tu es humoriste. Ouais. Est-ce qu'il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Un autre métier qui me faisait rêver, vraiment, j'ai toujours voulu être comédien. Vraiment comédien, voilà, ça c'est vraiment la première chose dont je voulais faire. Après, quand j'étais tout petit, je voulais conduire une mobilette. Voilà. Maman m'avait demandé à l'âge de 5 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard.
Et moi, j'avais répondu, je veux conduire une mobilette. C'est un métier, ça, conducteur de mobilette? Non, c'est pas un métier, mais quand t'es petit, tu rêves de faire un truc que... voilà, moi, c'était conduire une mobilette. Tu l'as réalisé, ce rêve? Oui, après, je l'ai réalisé, je suis monté sur un scooter. Mais je veux dire, si j'avais un métier vraiment de rêve ou que j'aimerais faire, c'est aller dans l'espace, voilà, que je ne pourrais jamais simple, faire. accessible. Astronaute. Oui. Voilà, astronaute. Je suis un fan de Thomas Pesquet. Et je suis très attiré aussi par ce qui se passe en dehors de la Terre. Et du coup, donc, tu disais, j'ai toujours voulu être acteur. Qu'est-ce que tu mets en place? À partir de quel âge ça se dessine pour toi? À partir de quel âge? Écoute, ça vient à moi de façon presque naturelle, parce que quelque part, je me sens attiré par la scène, je me sens attiré par la vidéo. Et donc, je dirais, ça se fait assez naturellement. Par contre, j'ai un parcours plus conventionnel, puisque je travaille dans l'immobilier social pour un bailleur, jusqu'à l'âge de mes 30 ans. À côté, je fais du théâtre, je fais mes petits trucs. D'accord. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, exactement. Et après, un jour, un producteur vient me voir. Je fais un spectacle, il vient me voir. Et il accroche et me dit, je vais te donner un coup de main. Et c'est comme ça que je passe professionnel. Tu avais quel âge? J'avais 31 ans. Et là, il est encore derrière toi? Oui, il est encore derrière moi. C'est ton producteur. C'est mon producteur. On a un rapport assez... Je ne sais pas si tu as vu les Rocky. Les Rocky avec Stallone. Dans Rocky, dans les premiers Rocky, il y a son entraîneur qui s'appelle Mickey. C'est un ancien. Et je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il a toute la sagesse, l'ancienneté de ce métier, parce qu'il faut savoir qu'il était sur les plus grosses tournées de Johnny Hallyday, notamment, il était aussi sur Eddie Mitchell. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît le métier par cœur, et il a voulu se faire plaisir en prenant des jeunes artistes sur l'île et les développer. C'est un Lillois, alors? Oui, c'est un Lillois. Il s'appelle Guy Marseillera, que j'embrasse, c'est mon producteur. C'est le directeur du Sébastopol. Est-ce que ça a été lui, le déclic? Le déclic, non, ça n'a pas été lui. Non. Il va être choqué. Il va être choqué. Mais je risque de perdre mon emploi, Malika, après cette phrase. Non, mais c'est pas lui, le déclic. Il m'a donné un gros coup de main pour pouvoir faire ce métier de façon professionnelle. Le déclic, c'est mon moi intérieur. Ouais, ce qui a fait quitter mon boulot... Le déclic, c'est moi. Non, mais c'est mon moi intérieur, dans le sens, c'est toute une réflexion, se dire, je vais quitter mon travail pour faire ce métier. Après, c'est sûr que lui a été un facteur très important dans cette prise de décision. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Julien Bing. À demain. Merci Malika et Julien. On vous retrouve demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. La journée de la femme digitale, c'est un événement qu'on a eu envie de créer à l'époque où moi je rentrais en fait de Londres, où j'avais travaillé pendant plusieurs années pour un grand géant de la tech, et j'étais régulièrement invitée à des événements et il y avait pas de femmes qui prenaient la parole sur ces sujets tech et innovation. Et je n'étais pas la seule sur ces sujets. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc créons un événement qui s'appellera la Journée de la femme digitale, en écho en fait à la Journée de la femme. Et invitons plein de femmes à venir prendre la parole. C'était une première à l'époque. C'était une première en 2013. Donc on l'a créée en 2012. Et puis le temps qu'elle naisse, cette journée, elle a été première en 2013. Et au fil des années, c'est devenu plus qu'un événement annuel. C'est pour ça qu'on appelle plutôt la JFD que la journée de la femme digitale. C'est pas une journée. On a besoin de plus de temps pour faire changer les mentalités et puis faire bouger les lignes et puis changer les chiffres. Et donc on est devenu un accélérateur de croissance au-delà d'un événement annuel avec des études, enfin plein de choses. Et puis le prix Les Margarettes également. J'ai quand même le sentiment, en vous regardant, que c'est aussi beaucoup d'émotions. Énormément, parce que c'est pour ça qu'on a deux verbes dans l'asso, c'est vraiment sensibiliser et agir, parce qu'on doit sensibiliser. Si on veut toucher des millions de personnes, dans l'action, on n'en touche pas des millions. Mais sur chaque action qu'on porte, il faut des traces sur le terrain. Et effectivement, cette petite plaque posée dans une école suite à la réalisation d'une petite installation humanitaire par Petroni, Hugo, César et William, oui, c'est plein d'émotions, parce que, c'est des enfants en face, parce que... Alors, ça donne un peu quelques chiffres. Il y a 4 millions de personnes qui meurent à peu près par an parce qu'ils consomment de l'eau insalubre, 90% à moins de 14 ans. Donc, c'est vraiment les premières victimes. Donc, effectivement... 80% des eaux usées, c'est ça, sont reversées dans la nature sans aucun traitement. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, effectivement, aujourd'hui, on fait beaucoup le focus sur l'eau potable, mais finalement, il y a
quasi personne qui meurt parce qu'il n'a pas d'eau à boire. Par contre, des millions meurent chaque année et des millions sont malades tous les jours parce qu'ils consomment de l'eau sale. Donc effectivement, le vrai sujet est la qualité de notre eau. On le voit avec la Seine, hein, pour les JO, elle est tellement sale qu'on ne peut même pas nager dedans. On ne parle même pas de la boire. Ce sont des compétences à développer dans des séances à part, mais aussi dans tous les cours. Mais comment on fait? Vous avez été enseignante vous-même. Oui. Comment on essaye d'articuler tout ça? Alors, en fait, c'est la grande difficulté aujourd'hui. Et une des grandes résistances les plus opposées, c'est « j'ai pas le temps ». En fait, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est il ne s'agit pas d'un temps supplémentaire, quelque chose en plus, mais à l'occasion de la vie dans la classe, déjà, peut-être que vous le faites déjà, mais comment on peut gagner en efficacité? C'est par exemple la manière dont vous allez, ne serait-ce que dire bonjour à vos élèves. Comment vous allez les accueillir par le regard, peut-être par un petit mot, la manière dont vous allez leur demander comment ça va, et peut-être proposer une petite météo émotionnelle. Parce que si vous Ça, on en avait déjà parlé. La météo des émotions, c'est qu'on leur demande au début de la journée de dessiner. C'est souvent des petits pictos, ça peut être c'est ça? Un picto, ça peut être un chiffre pour les plus grands, etc. Mais temps pluvieux, qui peut vouloir dire j'ai des soucis à la maison, quelqu'un est malade dans ma famille. Mais nous, si on voit que la température émotionnelle de la classe est très basse, on va faire cours de la même manière. Et c'est ça. Et on va ça vous renvoie une info. Exactement. Ça nous donne une info qui est déterminante, qui est capitale. On va aussi proposer des pauses attentionnelles, des pauses pour remobiliser nos capacités d'attention et être plus disponibles à l'apprentissage. Parce que ces émotions, justement, elles peuvent être un formidable levier pour l'apprentissage, mais elles peuvent être aussi un formidable frein. Donc l'idée, c'est d'apprendre à vivre au mieux avec et d'en faire des alliés de l'apprentissage. Et c'est, expliquez-vous, un excellent outil de prévention de l'échec scolaire et du décrochage, ce faisant. Et oui, donc c'est pour ça que nous, on milite pour que vraiment le champ des compétences psychosociales agisse à tous les niveaux, sur tous les temps, et concerne tout le monde et pas seulement l'école, parce que les bienfaits sont considérables, aussi bien sur la réussite scolaire, mais aussi professionnelle, sur le vivre ensemble, le climat de classe, comme vous l'avez dit, sur la santé dans toutes ses dimensions. Toujours dans cet objectif, vous avez fondé en 2018 la Fondation Margaret, continuité du prix Les Margaret, qui récompense chaque année des femmes entrepreneurs et intrapreneurs en Europe, en Afrique, bientôt au Canada aussi, vous allez nous en parler. Des femmes qui changent le monde grâce au digital. Quelle est votre ambition aussi avec ce prix et cette fondation ? La fondation, c'était une façon de pallier aussi à ce vrai sujet qui est la formation et l'éducation. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un réel besoin de se former sur ces... Quand on sait que 90% des métiers ont les besoins des compétences digitales, il faut arriver à se former. Donc la fondation permet aux lauréates, aux Margaret Junior en particulier, de recevoir une bourse d'études, etc. Donc une partie des revenus de la JFD, puisque nous, on est en tant qu'accélérateur de croissance, on a un modèle économique, on est une entreprise, on n'est pas une association, et une partie des revenus est reversée sur ces sujets-là. Et le prix Les Margaret, c'est vraiment, après les Césars, les Oscars, en hommage à cette femme incroyable, Margaret Hamilton, et ce fameux film, Les Figures de l'ombre, qui représente cette envie d'aller plus vite, plus loin. Quelles sont ces missions dont vous nous parlez? Effectivement, il y a plusieurs missions sur le plan humanitaire que vous avez portées. C'est ça, on a mené 5 missions qui étaient respectivement en Indonésie, en Malaisie, au Cambodge, en Thaïlande et en Inde. Et à chaque fois, en fait, on travaillait sur une thématique autour de l'eau propre au pays. Par exemple, en Indonésie, on a beaucoup travaillé sur la reforestation et le lien entre le fait de planter des arbres et recréer un cycle de l'eau. En Malaisie, on a travaillé sur tout ce qui était l'aspect sanitaire. Parce que c'est un peu le grand oublié du thème de l'eau, mais c'est très important de savoir que dans tout ce qui est le thème de l'eau, c'est pas que l'eau potable, c'est aussi tout ce qui est toilettes, stations pour se laver les mains. Donc c'est justement ce qu'on a proposé, c'est ce que je disais dans le meilleur souvenir qu'on a eu. On a aussi travaillé, par exemple, en Thaïlande sur apporter de l'eau. Donc on a fait tout un système de distribution. On est allé chercher une source d'eau à 5 km d'un village reculé au nord de la Thaïlande. Et on a ramené une source d'eau directement pour les villageois où elle était filtrée sur place. Donc on a aussi travaillé en Inde sur mettre en place de la filtration d'eau pour des enfants défavorisés et notamment des enfants issus aussi des bidonvilles de Calcutta pour qu'ils aient un accès plus facile à l'eau, notamment pour étudier. Donc à chaque fois, en fait, on a travaillé sur des thématiques différentes parce que les problématiques aussi par pays étaient différentes et on s'est toujours appuyé sur des ONG locales qui connaissaient les problématiques du terrain. Et ça, c'était super important, parce qu'on ne voulait pas ramener notre propre techno qui ne serait pas maintenu ou par exemple, qui ne pourrait pas avoir les connaissances. Donc c'était vraiment quelque chose de primordial pour mener à bien ces missions.
Compétences psychosociales, en fait, ce sont des compétences qui sont regroupées en 3 grandes familles. La première, ce sont les compétences cognitives. Oui, absolument. Alors peut-être qu'on peut dire que ce sont un ensemble de compétences d'ordre cognitif, émotionnel et social qu'on peut développer au quotidien pour mieux répondre aux défis de la vie quotidienne. On le sait peut-être plus ou moins, mais on les développe tous de manière plus ou moins consciente. C'est par exemple apprendre à se connaître, apprendre à faire des choix responsables, c'est apprendre à gérer ses émotions, apprendre à interagir avec les autres. Donc vous avez cité la première des 3 catégories des compétences voilà, sociales. le cognitif. Par exemple, avoir conscience de soi. Oui, absolument. Alors, avoir conscience de soi, c'est avoir conscience de ses désirs, de ses souhaits, de ses forces, de ses limites, et de voir comment tout ça influe sur nos comportements. Capacité de maîtrise de soi, capacité à prendre des décisions constructives. Il y a les compétences émotionnelles. Oui, alors les compétences émotionnelles, il y en a évidemment de plusieurs ordres encore là aussi. C'est apprendre à identifier, comprendre, exprimer ses émotions pour pouvoir ensuite mieux les gérer et les utiliser au quotidien. Donc dans ces émotions, il y a la joie, la tristesse, le stress, tout ce qui nous traverse en fait. Tout ce qui nous traverse et toutes ces émotions qui nous accompagnent au quotidien, qu'on veuille ou non. 3e catégorie, vous l'avez mentionné, les compétences sociales. Oui, alors les compétences sociales, ce sont toutes ces compétences qui vont nous permettre de communiquer efficacement, de pouvoir nouer des relations constructives et de pouvoir gérer des conflits. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à la réalisation, à Théo Boscar, au son c'est Maxence Mougin, le maquillage Taï Sayad, Laura Girard et Emma Ferret à la rédac. Merci à toute l'équipe de School TV, canal 247 sur les Freebox, canal 217 sur les box Orange et bien sûr schooltv.com pour voir et revoir surtout toutes les émissions. Merci à tous, très bonne soirée. Ce programme vous a été présenté par Intel.